Deuxième webinaire sur la sortie de crise et la reprise. Donc, quelle prévention et quels risques sanitaires? Je suis Frédéric Petit, je suis dirigeant d'entreprise sociale. Ce webinaire a été rendu possible grâce au soutien d'un grand nombre de partenaires sur la région, la CCI Bordeaux-Gironde, la Chambre des métiers de l'artisanat de la Gironde, la Chambre d'agriculture de la Gironde, la CPME de la Gironde et Nouvelle-Aquitaine, Confédération des petites et moyennes entreprises, l'Union des entreprises de proximité, l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie Gironde et Nouvelle-Aquitaine, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la Fédération nationale des transports routiers Aquitaine, l'Union nationale des entreprises adaptées, l'Association Insertion par l'activité économique, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, le mouvement des entrepreneurs sociaux, le Centre des jeunes dirigeants de la Gironde, la jeune chambre économique de la Gironde et Nouvelle-Aquitaine, le Conseil économique, social et environnemental de la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air. Alors, pour ce dixième webinaire, donc, nous accueillons donc Pascal Aprédéris, qui est directeur régional de la Directe Nouvelle-Aquitaine. Nous accueillons également Laurence Capdeville, qui est médecin inspecteur du travail à la Directe Nouvelle-Aquitaine. Yves Deroche, qui est responsable mission santé sécurité du travail Directe Nouvelle-Aquitaine. Pierre Lambert, ingénieur conseil régional adjoint de la CARSAT Aquitaine. Et François Petit, avocat en droit des affaires. Le principe du webinaire, donc je vous le rappelle, premier onglet, donc un onglet chat où nous vous publions des liens sur les informations du plan d'urgence de la région, sur le fonds de solidarité, sur le chômage partiel et d'autres liens que vous verrez. Deuxième onglet, donc questions. Donc c'est dans cet onglet que vous envoyez donc vos questions. Ces questions sont classées par nombre de votes. Vous voyez un petit triangle sur le côté de la question. Donc je vous invite à cliquer sur ce petit triangle pour identifier la question que vous souhaitiez poser, même si elle n'est pas formulée de la même manière. Ensuite, un onglet sondage. Donc, sur cet onglet sondage, on fera apparaître des questions et on vous invite à y répondre. C'est pour adapter le webinaire aussi bien sur les sujets que sur nos invités. Alors, on ne va pas perdre de temps. On va aller directement aux questions puisque nous allons arriver dans la période de déconfinement, donc le 11, donc beaucoup d'entreprises se posent des questions, donc des associations aussi se posent des questions. Donc, je vais afficher donc de suite les premières questions. Alors, si le conjoint de ma salariée est testé positif, quel statut pour ma salariée? Chômage partiel AT, elle vient travailler au risque de le transmettre. Alors, direct, CARSAT. Bon, on peut essayer de répondre. C'est vrai que dès l'instant où le conjoint de la personne salariée est testé positif, ça veut dire que la personne devient personne à risque. Le salarié qui est… Donc effectivement, la présence au travail de cette personne-là peut faire courir des risques de contagion à la communauté de salariés. Donc, si le télétravail n'est pas possible, comme la première question à se poser, est-ce que cette personne peut travailler par le biais du télétravail, ce qui permettrait de solutionner les choses. Si c'est pas possible dans le télétravail, dans ce cas-là, effectivement, c'est le principe de l'autorisation d'absence exceptionnelle ou la prise de congé ou de jours RTT, quoi. Bon, voilà, mais voilà ce que je peux dire à chaud, mais peut-être que d'autres avis par rapport à ce cas très précis pourront être émis. Je sais pas si peut-être côté CARSAT, qu'est-ce qui est préconisé sur ce questionnement? Non, j'irai dans le sens de Monsieur Aprédéris. Exactement, le fait d'avoir un conjoint malade peut poser un problème ensuite au retour à l'entreprise pour lui-même. Donc, j'irai dans je peux difficilement ajouter. Et peut-être le médecin du travail, effectivement. Un conjoint de salarié testé positif est effectivement un cas contact direct. Donc, des cas contacts actuellement, alors ça a été traité différemment
suivant qu'on était en stade 2, en stade 3. Mais actuellement, un cas contact doit être maintenu à domicile, bien sûr, soit par le biais d'un arrêt de travail, soit par le biais d'une mise en chômage partiel. Voilà. D'accord. Est-ce que la solution la plus avantageuse, donc le chômage partiel, est préconisée pour pas avoir trop de perte de salaire? Mais de toute façon, il n'y a plus tellement le choix. C'est le choix qui a été fait, c'est de dire que toutes ces situations de personnes, soit pour des raisons d'enfants malades ou de situations de personnes fragiles en proximité, logiquement, ça bascule sur l'activité partielle. Maintenant, là, on est dans un cas un peu différent. On n'est pas sur un cas de garde d'enfants où c'est un peu particulier. Donc là, j'avoue que j'ai pas forcément la réponse immédiate au statut de la personne. Est-ce que l'activité partielle, est-ce que c'est ce qui convient? Bon, c'est un dispositif effectivement qui est à coût nul pour l'entreprise. Donc je dirais que ça me semblerait peut-être effectivement la meilleure solution. Très bien. Si je peux me permettre, sur le côté médical, purement médical, c'est vrai que moi, côté CARSAT, j'aurais peu de choses à dire. Je me permettrais peut-être de préciser que dans ce cas-là, il serait intéressant que le chef d'entreprise contacte le médecin du travail pour échanger, puisque c'est purement médical, et le médecin du travail aura certainement une vision éclairée sur ce point. Très bien. Merci. Alors, côté responsabilité de l'employeur, Maître Petit, vous allez peut-être justement pouvoir intervenir. Donc, bonjour, responsabilité de l'employeur lors de la reprise. Ah, nous avons perdu Maître Petit qui a des problèmes de connexion, donc il va remonter. Néanmoins, je pense que la directe peut déjà répondre à une partie de la question. Tout à fait. Alors, le principe général, le principe qui a été répété de façon assez martelée même, hein, c'est de dire que l'employeur a bien une obligation de moyens, une obligation de moyens renforcée, mais il n'a pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas être tenu responsable de tous les cas de contamination qui vont toucher ses salariés, parce qu'il est très compliqué de définir un lien de causalité entre la situation de travail et le fait d'être contaminé ou pas. En tout cas, ce qui est évident, c'est que l'employeur, dès l'instant où il aura évalué les risques, hein, c'est la première étape, donc il faut qu'il mette à jour son document d'évaluation des risques. D'autre part, il modifie son organisation pour tenir compte de ce contexte Covid. Hein, donc, notamment, vous avez vu les principes qui ont été définis dans le guide de décontamination sur les 4 mètres carrés, etc. Donc, forcément, il faut qu'il modifie son organisation. Troisième point, il faut qu'il se concerte avec son personnel, alors soit directement, soit par le biais des CSE, hein, si elle existe. Donc, s'il met les moyens à disposition, dans ce cas-là, on ne pourra pas, la jurisprudence est assez claire là-dessus, qu'on ne pourra pas reprocher à un employeur d'être responsable directement ou indirectement de la contamination de ses salariés. On est quand même dans un cas de pandémie. Le risque, il ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Hein, c'est un risque qui existe dans le cercle familial, qui existe quand on fait ses courses, etc. Donc c'est quand même un point important. Donc l'employeur, il faut qu'il respecte les guides qui sont mis en œuvre progressivement, les fiches métiers, il y a 45 fiches métiers maintenant sur le site du ministère du Travail. Il faut qu'ils mettent à disposition les EPI, les équipements de protection individuelle, quand ils seront sachant qu'on raisonne toujours sur la primauté de la prévention collective. Donc c'est d'abord la distanciation sociale, c'est d'abord les gestes barrières, c'est d'abord l'organisation du travail qui est modifiée pour pour éviter qu'il y ait des contacts entre salariés. Et ensuite seulement, si la distanciation ne peut pas être respectée, dans ce cas-là, on va sur des masques, on va sur des équipements de protection. Hein, alors, on a mis justement sur le chat les informations que vous releviez, Monsieur Aprédéris, sur les fiches métiers, sur le protocole national de déconfinement. Donc, on invite les internautes effectivement à les télécharger. Alors, pour aller dans la continuité de cette question, et peut-être que Maître Petit pourra justement intervenir. Si une personne introduit le Covid-19 dans mon établissement et contamine d'autres clients ou personnes, quelle est ma responsabilité pénale civile ? Oui. Tout le monde peut y répondre. Hein.
Oui, je peux répondre si vous voulez. Là, les règles, oui, tout le monde peut répondre naturellement, c'est assez simple. C'est ça. Alors, j'imagine que la question, c'est la responsabilité pénale et civile de l'employeur à l'égard de ses salariés. Donc, c'est la même chose. La réponse, enfin, j'ai entendu un bout de la réponse à la question précédente, c'est la même. L'employeur doit s'efforcer de garantir la sécurité sanitaire de ses salariés et il doit éviter, et tous les protocoles l'indiquent, il doit éviter que des clients, que du public entrent en contact avec ses salariés et les contaminent. Donc il va falloir faire le maximum, sachant encore une fois que, je ne sais pas si ça a été dit, mais on dit que l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. C'est une obligation de sécurité de moyens renforcés, et non plus une obligation de sécurité de résultats, comme c'était le cas il y a quelques années. C'est très important, évidemment, pour nous, juristes, parce que pour nous, les avocats en particulier, on s'attend naturellement à des contentieux sur cette question et à la mise en jeu de la responsabilité des employeurs. Il y a deux aspects de la question aussi, la responsabilité pénale et la responsabilité civile. S'agissant de la responsabilité pénale, on est sur des infractions classiques de mise en danger, de la vie ou de la santé d'autrui, etc. Pour la responsabilité civile, bon, j'ai déjà répondu, c'est la responsabilité de l'employeur à l'égard de son salarié. Mais cela a des particularités, dans la mesure où un salarié qui contracterait une maladie au travail, encore faudrait-il pouvoir faire le lien entre son travail et sa maladie, serait indemnisé par la caisse d'assurance maladie, et pourrait se retourner contre son employeur sur la base d'une éventuelle faute qu'on appelle faute inexcusable pour réclamer des dommages d'intérêt, l'assurance maladie pouvant également réclamer à l'employeur le remboursement des prestations et des soins qui sont servis au salarié qui est aussi assuré social. C'est ce type de litige que nous rencontrons assez souvent et qui nous interroge beaucoup, évidemment, en lien avec la crise sanitaire. Le fait que, dans le passé, la jurisprudence affirmait une obligation de résultat à la charge de l'employeur aboutissait à engager sa responsabilité de manière quasi systématique. Depuis 2015, la Cour de cassation a modifié un peu sa jurisprudence en disant que c'est une obligation de résultat, enfin, ce n'est plus une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens renforcés. Et donc, ça n'allège pas, à mon avis, les charges qui pèsent sur les employeurs qui doivent tout faire, s'efforcer au maximum de prévenir les risques, mais ça peut peut-être entraîner un infléchissement des règles et des responsabilités et peut-être laisser toujours sur cette question, est-ce que des employeurs qui craignent justement cette responsabilité peuvent saisir leur inspecteur du travail pour que celui-ci ou celle-ci vienne visiter l'entreprise pour voir si toutes les règles ont été mises en place dans l'entreprise, alors bien sûr à l'instant T, sous réserve qu'elles soient suivies. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour un employeur? Ça fait... Oui, puisqu'en plus on a... Ben là, je laisserai peut-être la directe répondre, mais d'une manière générale, il est absolument indispensable que les employeurs cherchent du côté des services publics un maximum de soutien. Évidemment, encore faut-il que les agents de contrôle et d'intervention... côté direct, en tout cas, le conseil fait partie évidemment de nos missions. Mais c'est vrai qu'on a une limite en nombre d'agents concernés. Hein. Il y a un agent de contrôle pour 10 000 salariés à peu près, donc ça donne un peu la proportion. Mais je pense qu'il y a un acteur très important qu'il faut vraiment mobiliser, ce sont les services de santé au travail. Les services de santé au travail qui désormais, depuis quelques années, ont recruté, et le docteur Capdeville le dira mieux que moi, des ergonomes, des psychologues, des spécialistes qui sont tout à fait là pour conseiller les entreprises, lesquelles versent une cotisation. Donc, il est tout à fait normal qu'elles soient en droit d'attendre un service. Et donc, je pense que le service interentreprise est tout à fait l'institution numéro 1 à consulter pour avoir un avis éclairé sur les mesures de prévention. Madame Capdeville, justement. On vous entend, ça y est. Ah non, si vous recoupez votre micro. Non.
Voilà, c'est bon, on touche à rien. Les centres de travail sont mobilisés essentiellement sur le risque Covid actuellement. Hein. Donc, ils ont pour mission d'appuyer toutes les entreprises par la diffusion de fiches, de conseils, le contact des entreprises et avec un redémarrage un petit peu de quelques consultations, quelques visites obligatoires. Voilà. D'accord, mais est-ce qu'ils sont en capacité de venir justement voir que les… Est-ce qu'ils sont en capacité de venir voir dans l'entreprise si les dispositifs justement répondent aux obligations de l'employeur pour la reprise d'une activité? Est-ce qu'ils se déplacent? Alors, fonction comme tout le monde, hein, c'est-à-dire garder le confinement au maximum pour éviter les contacts, mais continuer quand même à être un appui pour les entreprises adhérentes. Donc, la recommandation, c'est de effectivement juger si par téléphone, essayer de trouver des solutions, et on y arrive hein, en conseillant l'employeur, en envoyant des fiches. Et si vraiment l'employeur a des difficultés, bien sûr qu'ils peuvent se déplacer. Avec toutes les mesures barrières, la protection. Vous savez qu'il y a eu quand même des problèmes de masse et ils ont été aussi soumis à ce problème, mais ils peuvent effectivement se déplacer. Très bien, merci. Leur équipe. Mes salariés… Oui. J'allais compléter pour la CARSAT, bien entendu. Au niveau conseil, c'est un de nos rôles principaux de conseiller les entreprises dans la prévention du risque professionnel. On reçoit régulièrement et depuis le début du confinement des questions par rapport à comment faire son évaluation. Et à ce jour, nous ne nous déplaçons pas encore en entreprise. Je tenais à préciser que l'évaluation des risques est très importante et elle ne doit pas découler uniquement sur des consignes, parce que c'est là-dessus. Si je devais faire un retour d'expérience par rapport à ce que l'on voit actuellement, ça se simplifie souvent par vous portez vos masques et puis vous faites en sorte de pas toucher votre collègue salarié. Je pense qu'il y a toute une partie quand on parle d'évaluation du risque, c'est de revoir certainement son organisation. Alors beaucoup d'entreprises le font, mais c'était si je devais faire un retour d'expérience par rapport aux questions qu'on a, c'était ce point sensible de ne pas réduire uniquement l'évaluation du risque. La conclusion, c'est je mets des consignes, puisqu'on sait très bien qu'une consigne, d'un point de vue réalisation, est beaucoup plus fragile qu'une modification de l'organisation temporaire, bien entendu, par rapport à ce risque. Très bien, merci. Un de mes salariés exerce son droit de retrait alors que j'ai respecté toutes les dispositions de la fiche du ministère. Quelles sont les actions possibles? Alors, côté juridique, Maître Petit. Alors, le droit de retrait, je le rappelle, c'est la possibilité pour un salarié de se retirer d'une situation qu'il estime de bonne foi être dangereuse pour lui. C'est le cas de l'ouvrier en bâtiment qui est dans une situation dangereuse parce que l'échafaudage est branlant et il risque de tomber. Donc, il a le droit de se retirer de son travail immédiatement, sans demander d'autorisation préalable, et naturellement, il ne doit pas subir de perte de salaire. Les égards n'ont pas changé, hein. Simplement, la question, c'est de savoir comment moduler ces règles en fonction des circonstances. Ce qui est certain, c'est qu'un salarié ne peut pas se référer à une crise sanitaire liée au virus en disant « le virus circule sur le territoire français, je ne vais pas travailler ». Ça n'est pas possible. Mais disons que c'est l'une des extrêmes. À l'inverse, un salarié qui se rendrait sur son poste de travail et qui constaterait que l'employeur n'a pas respecté les protocoles sanitaires, n'a pas mis en œuvre ses obligations pour protéger sa santé, pourrait dire, compte tenu de mes conditions de travail personnelles, je considère que je peux me retirer sans perte de salaire de cette situation de travail qui est dangereuse pour moi. À charge pour l'employeur de réagir, et si l'employeur rétablit les conditions sanitaires normales pour préserver la sécurité de son salarié, le salarié doit reprendre le travail. Donc la réponse à la question, c'est difficile, parce que bien sûr, elle est théorique, cette question, elle est formulée en quelques mots. Où est-ce que vous mettez le curseur entre ces deux extrêmes? Si effectivement le salarié n'est pas en droit d'exercer son droit de retrait, il y a plusieurs solutions qui peuvent aller jusqu'à un licenciement pour faute. La solution la plus couramment conseillée, c'est de dire au salarié, écoutez, reprenez le travail, on avertit à plusieurs reprises qu'il faut reprendre le travail, que les conditions sanitaires sont conformes à sa santé et à la protection de sa sécurité. Et puis s'il ne le fait pas, à ce moment-là, on le met en absence
non rémunérés. On l'avertit naturellement, et puis on essaie de trouver des solutions. Merci. Côté direct, comment vous gérez une situation de ce type? Alors c'est une question souvent posée, hein, bien sûr, souvent posée, mais on a essayé de comptabiliser un petit peu les situations de ce type-là qu'on rencontrait. Alors, on n'est pas exhaustif, hein, mais enfin, il y a quasiment, enfin, je dirais pas zéro, mais il y a très très peu de cas quand même. Il y a très très peu de cas. Par contre, ce qui est plus fréquent, c'est que des CSE saisissent l'employeur d'une procédure de danger grave et imminent, où là, ensuite, il y a une discussion qui s'engage. L'inspection du travail peut être amenée à jouer un rôle d'arbitre. Et souvent, on trouve une solution au bout d'un certain temps. Hein. Une solution est trouvée en matière d'organisation ou de mise à disposition de pays. Donc le droit de retrait, c'est médiatiquement, on en parle beaucoup, mais concrètement, il y a quand même très très peu de cas. Et Dieu merci, je crois que si le dialogue entre l'employeur et ses salariés est de bonne qualité et s'il y a des échanges réguliers sur les façons de faire, normalement, il devrait pas y avoir, ou alors souvent il y a d'autres problèmes par ailleurs, hein, quand ce genre de recours est évoqué, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses, il y a un dossier peut-être plus épais, un contentieux plus important, mais je pense que la raison doit l'emporter et c'est comme ça qu'on en sort. Hein, donc on a vraiment très peu de cas de situations de danger grave imminent et vraiment et la règle enfin les fiches pratiques métiers qui sont maintenant les 45 fiches métiers dont j'ai parlé tout à l'heure, ça engage l'État, donc le service de l'État, ça engage l'inspection du travail. Donc si l'employeur respecte scrupuleusement ces fiches-là, il y a pas matière à droit de retrait. Et ça, la réponse que doit faire l'administration, en tout cas, elle sera celle-là. Alors, vous évoquiez la question du CSE. Simplement, vous rappelez aux internautes d'aller sur l'onglet sondage. Un certain nombre ont été publiés, donc je vous invite à les compléter. Sur la question du CSE et justement des entreprises de moins de 11 salariés, concernant l'individualisation de l'activité partielle, donc les entreprises de moins de 11 salariés et celles couvertes par un PV de carence doivent-elles conclure un accord d'entreprise ou attendre qu'un accord de branche soit conclu? Voilà, franchement, j'avoue que j'ai pas la réponse. Alors l'individualisation a été rendue possible par une ordonnance du 22 avril, hein, c'est un fait. Elle a surtout été introduite suite au basculement des arrêts maladie vers l'activité partielle. Parce que dès l'instant où on a une partie d'un service parce que le principe général, c'est que on applique à peu près la même quotité d'activité partielle à toutes les personnes qui travaillent dans un même service. Donc, évidemment, les arrêts maladie, garde d'enfants changent la donne. Donc, il a fallu introduire cette individualisation. Bon, je suis pas certain qu'il faille un accord, mais bon, je préfère prendre le temps de répondre pour pas répondre de bêtises. Mais en tout cas, moi, il me semble que c'est applicable immédiatement, ne serait-ce que pour les personnes, encore une fois, qui sont en garde d'enfants et qu'il faut déclarer en activité partielle. Donc là, c'est un cas manifeste d'individualisation, hein, qu'il faut bien rentrer dans les textes. Donc logiquement, ça devrait pouvoir se faire de plein droit. Mais je préfère vérifier quand même. C'est une question qu'on vous transmettra, comme on l'a eu fait à Monsieur Aprédéris, où vous nous faites un retour et on l'adresse effectivement aux internautes qui ont questionné, qui nous ont questionné. Merci. Alors, je remonte pour celles qui ont le plus de votes. Alors, il y a des questions sur la réduction ou l'annulation des charges, sur la comparaison des petites et moyennes, des petites ou des plus grandes entreprises. Le dispositif est le même. Ensuite, la question de l'annulation des charges. Il y a quelques secteurs aujourd'hui qui ont travaillé ce sujet de l'annulation des charges, notamment donc les débats, les discussions avec le CHR, mais toutes les activités ne sont pas dans ce contexte-là d'annulation des charges. Il faut bien le préciser, ça. Ouais. Alors peut-être ce qu'on peut dire là-dessus, ce qu'on constate quand même, vous savez qu'il y a un fonds de solidarité donc qui s'applique aux entreprises de moins de 10 salariés qui font moins faire. On s'aperçoit, donc il y a un volet 1, c'est des fameux 1500 € mensuels, hein, qui donc en mars, mais aussi en avril. Et il y a un volet 2. Donc le volet 2 s'applique aux entreprises de 1 à 10 salariés qui ont un problème de trésorerie, qui ont essuyé un refus de prêt bancaire, par exemple.
Donc ce volet 2 qui est financé en partie par les conseils régionaux, mais aussi par les assurances et par l'État, on s'aperçoit qu'il est assez peu mobilisé quand même. Hein, il est assez peu mobilisé parce que le volet 1 pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est 50 000 dossiers. Le volet 2, on doit être en dessous on doit être à 400, 500 dossiers. Donc je pense qu'il y a peut-être un problème de notoriété. C'est un dispositif qui est peut-être pas suffisamment connu. Donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'on puisse renforcer la communication sur ce fonds de solidarité. Volet 2, donc je rappelle que le volet 2, c'est de 2 000 à 10 000 euros. Et géré par la région. Alors, c'est le conseil régional qui instruit, effectivement, voilà. C'est l'État qui valide et ensuite c'est le ministère de l'Intérieur qui paye. Voilà. Mais je constate qu'il n'est pas très utilisé, donc peut-être qu'il y a un problème de connaissance du dispositif et qu'il faut peut-être refaire une information là-dessus. Très bien. J'ai mis mes salariés saisonniers en chômage partiel, or le dispositif va s'arrêter en juin. Si je ne peux pas faire la saison, puis-je arrêter les contrats en CDD puisque les règles ont changé? Alors, le chômage partiel ne va pas s'arrêter en juin. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Alors, c'est vrai que il y a eu des déclarations de la ministre qui ont pu prêter à confusion. Ce qui est certain, c'est que il y a le chômage partiel classique, donc avant le 15 mars, donc avant le Covid. Et je rappelle que c'était un chômage partiel qui était indemnisé à 7,20 € ou à 7,50 € par heure selon la taille de l'entreprise. Donc le 2 juin, on va pas revenir au système d'avant. Hein. Je crois que là-dessus, les choses sont. C'est l'occasion pour moi de le dire. On va pas revenir au système d'avant. En juin, ce qui va se passer, c'est que les secteurs qui sont en fermeture administrative imposée, comme la restauration, comme les commerces non alimentaires, les activités de spectacle, etc. Donc pour ces activités-là, on restera sur le système actuel qui est quand même très, très favorable aux entreprises, hein, parce que c'est un coût zéro jusqu'à 4,5 SMIC. Par contre, pour les autres secteurs, donc tous les autres secteurs, donc BTP, industrie, intérim, là, il est certain que on va pas revenir au système initial, donc on restera toujours sur un système exorbitant du droit commun, alors qui sera un petit peu moins favorable, si je reprends les déclarations de la ministre, c'est en gros ce qu'elle a dit. Donc, est-ce qu'on va baisser un petit peu le taux d'intervention? C'est possible, mais ça sera pas, on va pas revenir au point de départ. Donc, pour répondre à la question sur les saisonniers, moi j'invite effectivement l'employeur à conserver ces saisonniers en chômage partiel, y compris pour le mois de juin. Alors peut-être que le remboursement sera un petit peu moins élevé, mais les saisonniers, c'est quand même souvent des salaires au SMIC ou à 1,5 SMIC. Donc, je suis pas certain qu'il y ait un effet pénalisant important dans ce cas de figure. Hein, parce que voilà en gros ce que je pouvais répondre sur ce point-là. Merci. Alors, tac. Alors, même si les choses sont répétées, mais il y a des internautes qui arrivent aussi en cours. C'est le sujet qui est important, hein, sur toujours cette responsabilité des employeurs. Quelles obligations ont les employeurs vis-à-vis de leurs salariés et quel est le formalisme à appliquer? Même question pour les fournisseurs. Les fournisseurs de l'entreprise? Les fournisseurs oui, j'imagine, qui interviennent dans l'entreprise. D'accord. Si je peux me permettre. Allez-y, je vous en prie. Non, je voulais que, par rapport à l'évaluation du risque, effectivement, c'est un point important, les fournisseurs, parce que toute cette phase à l'intérieur de l'entreprise, mais effectivement toute la phase d'à côté, d'interface avec l'extérieur et l'employeur, dans son évaluation, doit bien entendu prendre en compte la possible rentrée de quelqu'un venant réparer, livrer. Et ça, c'est un point important à remettre dans l'évaluation du risque. Alors, je me permets justement à cette occasion-là de mentionner, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, que la CARSAT Aquitaine va mettre en place une aide financière propre au risque sanitaire. Elle va apparaître d'ici la fin de la semaine prochaine pour aider les entreprises, les TPE inférieures à 50 en effectif, pour qu'elles puissent installer des mesures barrières. Alors, par exemple, des panneaux, par exemple, des fils, par exemple, des bungalows loués provisoirement pour pouvoir agrandir les espaces ou pour faire des sanitaires provisoires, par exemple aussi des prises d'eau temporaires ou des bacs temporaires. Donc tout ce qui peut être nécessaire pour justement atteindre les obligations de l'employeur, on va pouvoir participer. Alors je vous invite à regarder, j'ai transmis donc le lien de notre site
là où sera mis les détails de cette aide d'ici la fin de la semaine prochaine. Je l'ai transmis oui, vous l'avez transmis à voilà, Joséphine. exactement. Oui, à Mairie Alors, et Joséphine. pour pas faire miroiter quand même Mont et Merveille, le maximum d'aide sera de 5 000 €, à peu près 50% des investissements qui seront réalisés par l'entreprise. D'accord, voilà, c'est la question que j'allais vous poser sur l'assiette, effectivement, de prise en charge. 50%, donc un minimum de 500 € jusqu'à 5 000 €. Très bien. Maître Petit, vous vouliez, oui. Compléter, deux voilà. choses. Alors, juste, je vais répondre à la question actuelle, mais juste pour la question précédente, qui demandait si on pouvait rompre les contrats à durée déterminée en raison de la crise sanitaire. Alors, c'est une question qui se pose actuellement, qui est en débat chez les juristes, de savoir si on pourrait rompre un contrat de travail à durée déterminée pour l'un des motifs prévus par le Code du travail, qui n'est pratiquement jamais appliqué, qui est la force majeure. La réponse des commentateurs des lois, surtout des professeurs de droit, est plutôt négative. C'est-à-dire que dans la mesure où il a été institué un régime d'activité partielle qui aide les entreprises, dans la mesure où il y a quelques aides qui sont fournies aux entreprises, ça ne serait pas un cas de force majeure qui permettrait de rompre les CDD de manière anticipée. Voilà. Alors pour la question actuelle, oui, bon, pour compléter ce qui vient d'être dit, il y a beaucoup d'obligations à la charge des employeurs. Je dirais que la première obligation de l'employeur, c'est de s'informer. D'où d'ailleurs le mérite et l'intérêt de ce genre de forum, parce que ça revient à l'obligation de préserver la santé de ses salariés. D'abord, il faut que l'employeur se tienne informé de la situation, il se tienne informé des actions de prévention, des actions d'organisation de son entreprise et des moyens qu'il peut mettre en œuvre pour préserver la sécurité sanitaire. Alors, plus techniquement, il y a aussi la consultation du CSE, lorsqu'il en existe un, sur les mesures que l'employeur envisage de prendre, et puis l'obligation de diffuser aux salariés et d'informer les salariés d'entreprise des mesures de prévention sanitaire que l'employeur met en place au moment de la reprise du travail. Il reste peut-être une obligation, mais pour ma part, je n'en suis pas tout à fait sûr, parce que ça résulte plutôt de déclarations politiques, c'est le télétravail. L'idée serait qu'il faudrait que les employeurs favorisent largement le télétravail à chaque fois que cela peut être fait. C'est un peu nouveau, il faut dire, mais bon, il s'agit de souhaits du président de la République, du Premier ministre, du ministre du Travail, etc. Je n'ai pas l'impression que cela résulte véritablement d'une obligation à proprement parler juridique, sanctionnable techniquement. Mais bon, voilà grosso modo les obligations d'employeur. Une autre question qui nous est parfois posée sont les questions relatives au déplacement des salariés. Alors, il y a tout d'abord des déplacements domicile-travail, travail-domicile, où là, traditionnellement, ces déplacements sont à la charge du salarié. Mais il me paraît difficile pour un employeur de dire qu'il se désintéresse totalement des trajets domicile-travail, parce que c'est ça aussi qui va peser dans beaucoup d'entreprises. Prendre des transports en commun, dans quelles conditions? Beaucoup de salariés vont se retrouver inquiets, surtout à cet égard, peut-être moins d'ailleurs, s'agissant de leurs conditions de travail dans l'entreprise, si l'employeur a pris des mesures, mais là, l'employeur n'a pas de pouvoir d'intervenir sur les conditions de transport. Donc, c'est une question un peu difficile. En revanche, s'agissant des trajets professionnels, c'est-à-dire visite dans les clients, trajet vers un autre établissement, là, cela relève de la responsabilité de l'employeur. Et évidemment, la recommandation qu'on peut leur faire, c'est de limiter au maximum tous ces trajets professionnels. Très bien. Voilà, peut-être d'autres peuvent compléter. Oh, à mon avis, il y en aura d'autres qui tourneront autour de ça, je pense. Si les restaurants réouvrent en juin, nous savons que nous ne travaillerons pas à 100% de nos capacités d'accueil. Pourra-t-on faire travailler nos salariés à mi-temps et les rémunérer à 50% par le chômage partiel? Donc peut-être Madame Capdeville là-dessus, direct.
Alors, on va réactiver le micro. Ah, voilà, ça y est. On vous entend, Madame Capdeville. Voilà, on vous attend. Je pense que M. Desroches répond pas mieux à la question, hein, mais le chômage partiel ne vise pas une personne, mais une activité. Donc, je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème de ce côté-là. Monsieur Desroches, vous reprenez la suite? Oui, mais vous m'entendez? Très bien, on vous entend. D'accord. J'avais l'impression que ça passait pas. Donc oui, juste sur cette question de l'activité partielle et de la possibilité d'effectuer certaines heures de travail et d'être indemnisé parallèlement au titre de l'activité partielle pour les heures non effectuées, c'est tout à fait possible effectivement, hein, puisque partielle, vous pouvez être en activité partielle totale ou alors en activité partielle. C'est-à-dire qu'un salarié peut effectuer une heure de travail au cours du mois considéré, mais il peut effectivement effectuer 10, 20, 30, 40, 50 heures de travail. Pour chaque heure de travail, bien sûr, il y aura rémunération. Et pour les heures effectuées, il y aura une indemnisation au titre du taux de l'activité partielle. Et donc, puisque le principe en matière d'activité partielle, c'est l'attribution d'un contingent d'heures indemnisables pour chaque entreprise, donc conformément à la demande qui a été présentée par l'employeur. Et donc après, l'employeur, entre guillemets, tire sur ce contingent, ce volume d'heures indemnisables. Et donc après, en fonction de l'activité, peut effectivement, au cours d'un mois considéré, indemniser un salarié sur la base de 50 heures et faire travailler un salarié 100 heures. Et sur le bulletin de paie, vous aurez effectivement des heures rémunérées au taux normal et un volume d'heures au titre de l'activité partielle. Et c'est d'ailleurs l'objectif aussi en cette période de déconfinement progressif de l'activité, de permettre aux entreprises de pouvoir, comme je disais tout de suite, tirer sur ce contingent d'heures indemnisables qui leur est accordé pour pouvoir repartir en fonction de l'évolution de leur activité qui peut être plus ou moins. Alors, toujours sur le sujet du chômage partiel, si un de mes salariés non couvert par le chômage partiel en juin s'arrête pour garder ses enfants, que se passera-t-il? Est-ce une faute? Alors, peut-être qu'on peut avoir une réponse droit du travail. Donc, Maître Petit, Monsieur Desroches, on va remettre votre micro. Allez-y, Monsieur Desroches, on vous entend. Ah non. D'arrêter son activité parce qu'il doit garder son enfant. Oui. Alors après, il faut voir, on revient sur les conditions actuelles, puisqu'on dirait la reprise des enfants, enfin la reprise de la scolarité des enfants n'étant pas stabilisée, il faudra la reprendre, puisse apporter un justificatif du changement de sa situation au regard de la garde de ses enfants. Et là, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus précisément sur le sujet. Est-ce que côté droit du travail, Maître Petit, vous avez des informations? Alors, si l'enfant a moins de 16 ans et que l'établissement scolaire est fermé, le salarié qui a la charge de cet enfant et qui n'est pas malade peut effectivement cesser son travail. Le salarié fournit une attestation, l'employeur fait une déclaration et l'assurance maladie prend en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale. En l'état actuel de mes connaissances, c'est sans délai de carence
et sans condition d'ancienneté du salarié, comme cela se fait habituellement pour les arrêts maladie. Ces mesures étaient valables jusqu'à fin mai, et me semble-t-il, je peux chercher, elles ont été reconduites jusqu'à la fin du mois d'août 2020. Voilà. Ensuite, s'il s'agit d'un enfant handicapé, alors là, il n'y a pas de limite d'âge, et il y a une possibilité aussi de prise en charge par l'assurance maladie, mais les textes ne sont pas très clairs parce qu'on n'a pas beaucoup de précision. La seule chose, c'est que qu'on sait pour l'instant, c'est que les conditions d'ancienneté traditionnelles sont applicables, et là, il faut une ancienneté d'un an dans l'entreprise, et il y a un délai de carence qui, si je me souviens bien, est de 7 jours pour la prise en charge. Après, pour le reste, on applique les cas de salariés qui n'est pas malade, mais qui en ce qu'on appelle le cas contact, c'est-à-dire que ce soit un enfant ou un proche, peu importe, s'il est en contact avec un malade coronavirus identifié. Alors là, ça revient à la réponse qu'on a formulée tout à l'heure. Il y a effectivement des prises en charge qui sont prévues également. Alors, on a entendu dans nos précédents webinaires que depuis donc, au 1er mai, les salariés donc, en garde d'enfants étaient basculés sur le dispositif chômage partiel. Et là, donc là, ce que vous nous dites, c'est que dans ce cas-là, même si on est en juin, c'est de la garde d'enfants, mais il est quand même en chômage partiel? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. D'accord. Il y a effectivement une prise en charge également. Alors, la question, c'est est-ce que c'est une faute? Attention, parce que bon, vous pouvez avoir un salarié qui invoque ce motif. Dans l'absolu, si il ne remplit pas les conditions, l'employeur peut éventuellement envisager une sanction disciplinaire, voire un licenciement. Mais s'il conteste cette sanction ou ce licenciement, vous vous retrouverez devant les prud'hommes. Et là, toute la question qui se posera devant les prud'hommes, c'est de savoir si le degré de gravité de la faute d'un salarié qui s'est rendu absent sans justification véritable, compte tenu du contexte de crise sanitaire, si ce degré de gravité doit être apprécié par le juge comme justifiant la sanction disciplinaire ou le licenciement. Là encore, comme il a été dit tout à l'heure, il faut aussi peut-être privilégier un peu le dialogue et revenir un peu à la raison et trouver des solutions, sachant que bien souvent les problèmes surviennent dans des contextes déjà conflictuels au départ. Très bien, merci. Sondage, donc je vous invite les internautes à aller dans le 3e onglet, donc sondage, pour continuer à y répondre. Alors CARSAT, vous parliez tout à l'heure donc de l'aide financière qui va se mettre en place pour les entreprises de moins de 50 salariés. Avez-vous prévu un accompagnement pour la rédaction du document unique pour les TPE? Bon, d'être mis à jour, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, purement sur la rédaction, non, mais sur un accompagnement pour aider l'entreprise et le chef d'entreprise à s'éveiller au risque qu'il a dans son entreprise. Ça a été fait déjà avant le confinement. La question se poserait, c'est le risque sanitaire Covid provoque quoi et comment on peut l'intégrer au sein de son analyse de l'évaluation du risque en évitant certains pièges ou certains écueils, comme je disais là, par exemple les consignes ou en essayant ou en oubliant peut-être l'analyse de certains postes ou de la réalité du travail vécu sur le terrain. Donc ça, on n'a pas plus d'aide que d'habitude par rapport à ce qui se trouve sur notre site, mais au fur et à mesure de ce type de webinaire qui se développe, on a mis en place une aide à la formation. Alors, soit vous pouvez nous écrire, et j'ai transmis notre adresse email générique sur laquelle on pourra renvoyer des éléments particuliers s'il y a des questions particulières, soit effectivement dans les jours prochains, je pense que cette aide financière que nous allons proposer sera accompagnée forcément par une aide à l'évaluation parce qu'elle va de pair. Le but n'est pas simplement, c'est pas une aide purement économique, c'est une aide pour finaliser son évaluation du risque et c'est les moyens pour faire face à certains risques. Donc ça va aller de pair effectivement avec notre aide financière qui va sortir. Merci. Alors, il y a plusieurs questions qui traitent de la même thématique. Je vais afficher celle qui est la plus ouverte.
Est-il obligatoire, nécessaire, facultatif de verser une indemnité aux salariés en cas de télétravail pour utilisation des biens personnels à des fins professionnelles? On le retrouve, quelles sont les règles de prise en charge des frais liés au télétravail? Côté inspection du travail, peut-être? Alors, Mme Capdeville, vous nous entendez? Je voilà. vous entends. Je vous entends, mais par contre, c'est vraiment une question de droit. Médecin inspecteur, là, je ne suis pas. Alors, on a Maître Petit, bien sûr, puisque vous parlez droit. Maître Petit? C'est bon. Non. Vous avez toujours le micro. Alors, je vais vous le désactiver. Ah, on a un problème pour réactiver le son de Maître Petit. Écoutez, on va le temps, peut-être que ça refonctionne. Je vais prendre donc une autre question. Ça sera donc dans nos dernières questions. Alors, est-ce qu'un salarié en arrêt maladie prévention Covid peut reprendre le travail? Alors, oui, bien sûr, elle est pour vous, celle-ci. Bon. Voilà. Alors, s'il est en arrêt de maladie, il faut qu'il attende déjà la fin de son arrêt de maladie. Oui, il peut reprendre, bien sûr. Il y a sûrement une subtilité dans la question que je ne comprends pas. Il faudrait peut-être une précision. Oui, alors est-ce que dans l'arrêt maladie prévention Covid, est-ce que ça touche la garde d'enfants, de public à risque? Alors, bon, il faudrait amener un complément. Oui, il faudrait un complément d'information, oui, parce que je pense qu'il y a peut-être la différence entre les personnes qui sont des soignants, les non-soignants, mais je ne comprends pas la question. Elle est trop… Alors, on a retrouvé Maître Petit. Vous nous entendez bien? Oui, ça y est, je vous entends. Excusez-moi, j'ai vraiment… ça marchait très bien hier. Donc, on avait une question justement sur la prise en charge des frais liés au télétravail. Une part du loyer, les connexions numériques, voilà. Alors, oui, l'employeur n'a pas d'obligation légale de prendre en charge les frais liés au télétravail, si ce n'est les frais qui sont directement liés au télétravail, c'est-à-dire par exemple le matériel informatique, la connexion, etc. L'employeur a même la possibilité de profiter de la connexion Internet du salarié à son domicile, celle que le salarié paye lui-même. Donc ça, c'est une possibilité. Donc, il n'y a aucune obligation pour l'employeur de verser une prime parce qu'un salarié télétravaille. Il y a toutefois la fameuse prime Macron, dont les conditions d'attribution ont été assouplies, qui peut aller jusqu'à 2 000 € cette année, et qui ne nécessite plus la conclusion d'un accord d'intéressement dans les entreprises, comme c'était le cas il y a encore quelques semaines. Donc, vous avez la possibilité de verser une prime aux salariés de l'entreprise, naturellement, si vous le souhaitez. Toutefois, et comme j'ai essayé, peut-être c'est ça qui a fait sauter la connexion tout à l'heure, de répondre à une question, mais par chat, en tapant, la prime Macron ne prévoit pas de modulation du montant de la prime ou d'attribution de la prime, autrement qu'en fonction de la rémunération habituelle du salarié. En clair, vous ne pouvez pas verser la prime Macron à des salariés qui télétravaillent ou à des salariés qui sont présents dans l'entreprise physiquement, etc. Vous ne pouvez pas agir de la sorte. En dehors de ça, il faut dire que beaucoup d'entreprises ont conclu des accords de télétravail ces dernières années, mais il s'agit plutôt de grandes entreprises, et ces entreprises ont conclu des accords collectifs qui prévoient parfois des primes, des indemnités versées aux télétravailleurs. Mais il s'agit d'accords qui visent des télétravailleurs, en dehors de la crise, puisque évidemment, la crise sanitaire, on ne l'avait pas prévu, et tout dépend évidemment pour l'application actuelle, dans le contexte de la crise, dans ces entreprises, de ce que prévoient les chartes ou les accords, selon ce qui a été. Merci. Alors, j'avais
J'ai vu passer une question justement sur l'aspect opposition des fiches métiers. Je suis en train de la retrouver. Je suis en train de la rechercher justement. Mince. Où est-ce que... Alors... Bon, bah écoutez, je la trouve pas. Il y avait tout à l'heure, il y avait une question, donc c'était la reprise en fait d'un salarié qui avait été malade. Peut-être qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Oui, allez-y. Docteur Capdeville, par rapport à ça, je pense qu'il faudrait certainement conseiller au chef d'entreprise là de voir avec son médecin du travail. Ça dépend s'il y a une nécessité d'avoir une quatorzaine ou quelque chose de ce genre-là avant qu'il revienne travailler. C'est vraiment des questions purement médicales. Et le médecin du travail, les services de santé, je vois, édictent actuellement sur leur site beaucoup de mentions sur la reprise du travail. Donc, je pense que ce point-là pourra être abordé avec le médecin du travail, des points particuliers. Alors, j'ai justement une question, alors qui n'est pas celle-ci, mais elle traite. Il est vrai qu'il y a des fiches métiers. Pourquoi les maîtres d'ouvrage et ou la CARSAT, alors je pense qu'on c'est peut-être un acteur du bâtiment, demande encore plus que ce qui est indiqué dans le guide, bien évidemment, aux frais de nos entreprises. Qui a tort, qui a raison? Alors, il y a peut-être une dimension juridique également autour de ça. Bon, vu qu'il y a le nom de la CARSAT, je peux essayer de répondre. Alors, ce qu'il faudrait peut-être approfondir la question, ça peut-être par ailleurs, je verrai avec la personne qui a posé la question, demande ce qui est demandé en plus ou par les maîtres d'ouvrage ou par la CARSAT. Je pense qu'actuellement, il y a des difficultés de discussion se font parce que justement tout se fait par email ou par téléphone et que les échanges sont peut-être pas faciles. Je pense que dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de demander quelque chose de plus, ou si quelque chose est demandé, c'est certainement justifié ou dû à des confusions par rapport aux retours qui ont été faits. Là, il m'est difficile de répondre, oui, on va demander systématiquement plus que le guide. Non, la CARSAT ne va pas demander plus que le guide est sorti ainsi. Le but, c'est peut-être de préciser, parce que le guide ne va pas préciser le moindre des détails, et peut-être que lors de discussions, il y a des décisions ou des discussions sur des phases de chantier particuliers, et c'est là où la CARSAT a certainement dû donner son avis. Voilà. Peut répondre comme ça, sans avoir plus de détails sur la question. Il m'est difficile de l'avoir, mais je pense que c'est une question très particulière. Mais je me tiens à disposition de la personne par ailleurs pour répondre ou pour éclaircir le sujet. Alors, j'ai retrouvé ma question, mais je vois qu'aussi on est en train d'y répondre en partie texte, mais ça fera partie de notre dernière question. On a Yves Deroche, oui, qui va intervenir. Allez-y. Oui, allez-y. Oui, je voulais juste préciser dans le prolongement de ce qu'évoquait Pierre Lambert sur la thématique des chantiers du bâtiment et travaux publics. Effectivement, au niveau de la directe et des services de l'inspection, la logique est la même. Hein. On a des groupes de travail qui se sont constitués du BTP et les éléments qui en sont ressortis, c'est que les là aussi de respecter à la fois les dispositions mais on a perdu Monsieur Deroche. Alors je vais donc donner ma question et ça sera la dernière donc pour la directe et Maître Petit donc et ou la CARSAT d'ailleurs. Alors je vais pouvoir quand même l'afficher, je pense. Voilà, les fiches métiers sont opposables si l'on respecte les fiches métiers est-ce qu'elles nous garantissent une forme de protection et ou une issue favorable au prud'homme? Ça serait bien si on avait des garanties de cet ordre. C'est impossible pour moi de répondre à cette question. Tout mon métier, toute ma pratique professionnelle s'y oppose. On ne peut pas garantir comme ça. Et puis, il n'y a pas que les prud'hommes. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la responsabilité civile, il y a beaucoup d'obligations qui sont à la charge de l'employeur qui peuvent se révéler désastreuses pour lui en cas de contentieux.
Mais bon, bien entendu, il faut appliquer les fiches de métier, il faut les fiches métiers, il faut les mettre en œuvre au maximum. L'idée générale, c'est quand même que on doit se préoccuper de la situation personnelle de chaque salarié et de la configuration, de l'organisation d'une entreprise en particulier. Il y a des guides, bien sûr, ils sont très utiles, mais le rôle du chef d'entreprise, c'est de les appliquer dans sa propre entreprise en fonction de ses besoins, de son organisation, de la configuration de chaque poste de travail. Et c'est évidemment toute la difficulté de la chose. Donc évidemment, vous dire que vous serez garanti à coup sûr, c'est tout à fait difficile pour moi. Oui, je pense en plus dans les guides, ce sont des repères. Il est important de les avoir pour démarrer une discussion avec les salariés, mais tout n'est pas marqué dans les guides. À mon avis, chaque situation de travail est très spécifique. Chaque entreprise a des spécificités qui font que le dialogue social est très important pour mener ce travail d'évaluation. Je tenais à le préciser. Il est difficile de faire une évaluation du risque uniquement sur un papier dans un bureau en ouvrant le guide et en cochant bon ça c'est bon, ça je vais le faire, etc. Je pense que ça fait partie d'un échange très important que le chef d'entreprise doit avoir avec ses salariés pour bien visualiser les situations de travail qu'il connaît très bien, mais qu'il est utile de le partager certainement avec les salariés par ailleurs. Et c'est ce dialogue-là qui ne couvrira pas d'un point de vue juriste, je ne vais pas me prononcer, je suis totalement incompétent, mais je pense que c'est cette démarche-là de dialogue et d'aller jusqu'à la réalité du travail au quotidien qui me semble extrêmement important. Très bien, je vous remercie. Alors, on va conclure. Dernier sondage, donc je vous invite à aller sur le 3e onglet. Un certain nombre de questions sur lesquelles on n'a pas apporté de réponse, qui peuvent traiter notamment la question des EPI, des masques, du commerce de proximité. Faut-il rendre obligatoire le port du masque pour ses clients? Donc, question de commerce de proximité. Alors, moi, j'invite les commerces de proximité à se rapprocher aussi de leur chambre consulaire, que ce soit la chambre de métier, chambre de l'artisanat ou chambre d'agriculture, qui ont des services, des permanents qui répondent d'une façon très réactive à l'interrogation de ces ressortissants pour toutes ces petites questions. Question juridique, justement, sur cette question du masque, Maître Petit. Doit-on, moi je suis commerçant, est-ce que je peux imposer à mes clients de mettre un masque quand ils rentrent? Alors là, je l'ignore totalement. Bon, mais voilà une question qui peut être posée à nos chambres consulaires. Alors, pour la suite des webinaires, donc il n'y en aura pas donc cette semaine. Le 8 étant férié, il n'y en aura pas. Nous vous tiendrons au courant donc par le réseau de la poursuite des webinaires, puisque nous sommes en train de regarder les différentes thématiques à aborder dans le cadre du déconfinement, de telle sorte à vous apporter par nos intervenants des réponses concrètes à vos questions. Je vous remercie donc à tous d'avoir participé à ce 10e webinaire. Donc Madame Capdeville, François Petit et puis Pierre Lambert, merci pour votre participation et pour jouer le jeu de répondre à tous ces internautes. Vous retrouverez donc le webinaire en replay dans quelques secondes, dès l'instant où il sera clôturé. Vous pourrez revoir dans le chat tous les documents à télécharger et les quelques questions qui sont des questions qui avaient un certain nombre de votes. Nous vous ferons une réponse en interrogeant donc nos invités qui ont l'habitude de nous porter une réponse assez rapidement. Merci à toutes et à tous et passez une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.